aujourd'hui sur l'innovation des modes de travail et management. Et avec deux intervenants, Stéphane Waller, CEO de Blixo, une start-up de notre communauté Atom, et Mehdi Bereda, CEO de Agronutrice, qui a eu aussi la gentillesse d'être ici avec nous, présenté, animé par Soraya Biomé, un de nos partenaires chez Atom, et aussi avec Adoc à la Cité. Donc aujourd'hui, on vous accueille, même si digitalement, à la Cité. On commence déjà, j'espère bientôt, les prochaines sera peut-être en physique. La Cité, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le lieu de l'innovation collaborative et durable, impulsé par la région Occitanie. Aujourd'hui, fort de ces 5 acteurs, donc la région qui pilote les projets, ADOC, qui est l'agence de développement de la Cité, Nouveau, l'incubateur, les Rose Lab, un Fab Lab, un merveilleux Fab Lab très bien équipé qu'il y en a, et Atom qui opère donc l'ensemble des espaces de travail et des réunions de la Cité, avec une communauté d'aujourd'hui presque 400 personnes, dont Blixo fait partie. On est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc du coup, on est tourné historiquement vers des services aux startups. Et avec la Cité, on a saisi l'opportunité d'offrir nos savoir-faire à un ensemble d'entreprises de toute taille qui veut s'implanter ou collaborer dans ces lieux dédiés à l'innovation. Donc aujourd'hui, on compte 8 partenaires, des grands groupes, des PME, des CTI, et nous donnons accès à toutes ces communautés à des liens, à des espaces de travail, à des espaces de rencontre, de partage, et spécialement à une communauté interactive, proactive, qui aime bien se rencontrer pour partager. Donc, c'est aujourd'hui le but de cette conférence. Donc, je passe la parole à Soraya et on commence sans dilatation. Merci Eunate pour cette petite introduction et cette présentation rapide de la Cité. Je vais laisser la parole à Agnès au nom de ADOC. Bonjour, ADOC, c'est l'agence de développement économique de la région Occitanie, qui est également donc partenaire de la Cité. On a pour mission d'accompagner le développement des entreprises par l'innovation, la croissance, l'attractivité et l'export. Au sein du département innovation, nous sommes convaincus en fait que l'innovation est un levier déterminant de la transformation des entreprises, et c'est pourquoi nous avons une équipe dédiée qui propose des programmes d'accompagnement qui couvrent tous les aspects de la transformation d'une entreprise, donc comme l'innovation managériale, la transformation digitale, la transition écologique, mais aussi le marketing, le management de l'innovation, et ainsi que l'innovation sociale. Voilà, donc là, le sujet aujourd'hui est donc l'innovation managériale. Merci Agnès. Pour ma part, bonjour à tous. Je suis Soraya Villomé, directrice innovation territoriale chez Spring Lab. Spring Lab est une agence d'innovation qui accompagne les entreprises à innover, se transformer, à s'engager et à agir pour un impact positif. Nous accompagnons depuis une dizaine d'années nos clients dans leur transformation, et nous souhaitons aujourd'hui aller un peu plus loin en accompagnant également leur passage à l'acte, leur action pour un impact positif. Et donc, ça implique d'aller chercher des nouveaux modèles d'entreprise, d'organisation, et pour cela, il va falloir innover, accompagner le changement, engager toutes les parties prenantes, tous les acteurs de l'écosystème. Et c'est donc ce que nous nous proposons de faire avec 4 parties pris. Tout d'abord, la conception d'expériences à la fois inspirantes, apprenantes et centrées utilisateurs. L'intelligence collective avec les collaborateurs, mais pas seulement, aussi avec les clients, les consommateurs, les citoyens en mode écosystème ouvert. Et l'agilité dans un état d'esprit à l'appui de méthodes et d'outils dans ce qui relève de la capacité à pivoter. Et puis enfin, notre dernier parti pris, c'est le digital. Le digital comme un levier pour mobiliser largement, à distance et de manière exponentielle.
Voilà pour un petit tour de table des co-organisateurs de cette série de webinaires. Donc, nous vous proposons aujourd'hui le second thème de la série J'innove à la Cité, qui est donc consacré, vous l'aurez compris, aux nouveaux modes de travail et de management, cette dynamique qui réinvente l'entreprise. Alors, vous en avez sûrement l'habitude, mais c'est toujours utile de le rappeler. Nous vous demandons de bien vouloir couper micro et éteindre vos caméras quand vous n'avez pas la parole. Et tout ça pour une meilleure expérience collective. Donc, merci d'avance. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, au sortir de cette crise, nous constatons que les modèles organisationnels classiques sont bousculés. La révolution numérique, la mondialisation d'abord, puis ensuite les attentes nouvelles des jeunes générations, le développement du management à distance, la quête de sens, tous ces éléments imposent de transformer nos pratiques managériales en profondeur. L'enjeu est important pour nos sociétés, qui se doivent d'être toujours plus réactives, plus innovantes, qui doivent renforcer leur marque employeur pour attirer et conserver les talents. Nos sociétés sont donc poussées à se transformer entre nouveaux modes de travail, plus collaboratifs, plus agiles, plus transversaux, nouveaux modèles organisationnels en réseau, nouveaux rôles des managers, gouvernance plus décentralisée et ouverte. Et tout cela avec une importance croissante de la culture d'entreprise et de l'engagement des collaborateurs. Donc en fait, on le constate, on peut dire qu'on assiste à un véritable changement de paradigme en mode accéléré. Et on ne peut s'empêcher de relever que pour nos entreprises, l'adaptation n'est plus une option. Il faut y aller, si ce n'est pas déjà fait, il est vraiment plus que temps. Mais alors, comment s'engager dans une démarche de transformation? Vers quel modèle tendre? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons la joie de pouvoir croiser aujourd'hui deux regards inspirants et complémentaires. Les regards de deux entrepreneurs audacieux à la tête de deux jeunes entreprises, l'une industrielle, l'autre de service, deux dirigeants que je qualifierais de courageux, qui ont bâti des modèles précurseurs d'une nouvelle ère, peut-être l'ère des entreprises à impact, dont on aura l'occasion de rediscuter. Alors, j'accueille tout d'abord Stéphane Waller, CEO de Bixo. Alors, Stéphane, quelques mots pour te présenter, et puis, mais tu pourras compléter cette petite présentation rapide. Donc, tu es dirigeant de Meltis, un cabinet de conseil RH pendant plus de 15 ans. Tu as donc accompagné bon nombre de grandes entreprises. Et de cette expérience, tu en as tiré le constat qu'il manquait un certain nombre d'outils pour accompagner et transformer le management. En 2017, tu as créé Bixo, donc une start-up destinée à accélérer les transformations, soutenir l'engagement et développer l'intelligence collective. Start-up qui est aujourd'hui hébergée à la Cité. Et aujourd'hui, tu vas avoir la gentillesse de partager ce double regard que tu as développé à la fois sur la base de ton expérience personnelle en tant que chef d'entreprise et du constat que tu as pu réaliser à travers l'accompagnement que tu as eu auprès de tes clients. Ça va, j'ai bien résumé 10 sur 10. Super, merci. On va voir si je fais aussi bien avec Mehdi. Donc, merci également à Mehdi Berada d'avoir accepté notre invitation. Mehdi, premier banquier d'affaires altermondialiste. Dès comme lui, vous n'en rencontrerez pas deux. Tu as dirigé Poult, un leader européen de l'industrie agroalimentaire bien connu de notre territoire et au-delà. Donc, il y a plus de 10 ans, tu en as profondément transformé le modèle en entreprise libérée, démontrant qu'on peut concilier transformation culturelle, managériale et performance. En 2017, c'est la même année que pour Bixo, tu as créé Agronutrice sur une vision ambitieuse et pionnière, une vision qui concilie innovation de modèle d'entreprise et innovation produit, puisque Agronutrice propose des solutions alimentaires à base d'insectes. Et on peut dire que c'est aujourd'hui un modèle de l'économie circulaire. Donc, CEO d'Agronutrice, Mehdi, tu agis en entrepreneur, j'aime beaucoup cette phrase, pense en philosophe, sociologue, et contribue au débat d'idées en faisant de ton entreprise un terrain d'expérimentation de nouveaux modèles. Est-ce que là aussi, j'ai 10 sur 10 ? 11 sur 10.
Alors, avant d'entamer la discussion, je voudrais prévenir nos auditeurs que nous aurons un temps de questions-réponses en fin d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vanessa Vierling, notre CEO chez Springlab, se fera un plaisir de suivre tout cela et on pourra donc répondre à vos questions en fin de session. Alors, je vais cesser ce partage pour rendre tout cela un peu plus humain. Alors, première question peut-être. Alors, vous êtes tous les deux convaincus que les entreprises doivent changer leur mode d'organisation, leur modèle, plus largement pour se développer. Je crois que là-dessus, on peut partir de ce postulat. Alors peut-être d'abord, Mehdi, qu'est-ce qui a fait naître chez toi cette conviction et qu'est-ce qui peut-être peut expliquer l'origine du modèle d'Agronutrice aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. La naissance de cette inspiration, sûrement, elle vient de loin. Elle vient sûrement de l'enfance et je crois que j'ai eu la chance, on a tous la chance d'avoir une enfance, mais j'ai eu la chance d'avoir plusieurs appartenances sociales et plusieurs appartenances culturelles et sûrement qu'elles m'ont donné un regard sur le monde, sûrement sur la diversité des intelligences, la diversité des angles de vue sur le monde, qui m'ont sûrement, certainement, inconsciemment au départ, me donné une sensibilité sur la justice sociale, sur l'intelligence collective vue la diversité des parcours et des personnes que j'ai rencontrées dans la vie et la diversité des intelligences. Ensuite, c'est la chance de la vie, c'est de faire de très belles rencontres. J'ai fait de très belles rencontres dans ma vie, dans celle de rejoindre l'équipe Poult en 2007, après avoir été banquier d'affaires, qui était assez différent. Et sûrement qu'à ce moment-là, j'avais l'intuition qu'il fallait inventer d'autres manières de fonctionner. Sûrement qu'une des convictions, c'était que quand on pose la question aux gens, à l'époque déjà, hein, c'est quoi les boulots dans lesquels vous êtes plus éclatés? La réponse qui vient le plus souvent, c'est quand on m'a fait confiance et on m'a donné beaucoup de liberté. Il s'avère que c'était vrai pour moi et c'était vrai pour beaucoup de gens autour de nous et on s'est dit si c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout le monde. Et donc, partant de cette intuition, on s'est dit si on fait confiance aux gens et on donne la liberté, on aura sûrement d'autres formes d'engagement collectif parce que souvent on est pompiers pyromanes et on se plaint du manque d'engagement dans les entreprises que nous dirigeons. Donc c'est sûrement né de ça. Après on a tiré ce fil-là de la confiance et de la liberté qui s'est traduit en 2007 et sérieusement on nous prenait pour des extraterrestres à l'époque où on avait arrêté par exemple une usine de 400 personnes pour demander aux opérateurs et aux ouvriers, je pense que ce qui nous caractérise c'est de l'avoir fait aussi dans un milieu ouvrier, dans un milieu industriel et de demander à ces opérateurs de réfléchir eux-mêmes à l'organisation optimale de leur travail. Ce qui a été une expérience assez incroyable. Et ces 400 personnes ont fait émerger une nouvelle organisation qu'on a mise en place et qui s'est avérée ne pas fonctionner du tout bien au début. Mais ça aussi, ça a été une leçon assez importante pour moi parce qu'au final, on regardait des chiffres qui montraient que ça ne fonctionnait pas, mais chaque fois que j'allais dans l'usine, j'avais plein d'éléments qui me montraient que c'était exceptionnel ce qui était en train de se passer. Ça m'a aussi, j'ai acquis une autre conviction, c'est que les thermomètres que nous utilisons sont mauvais, c'est où ils nous montrent de manière trop tard, parce que le résultat est une résultante, que ce que nous faisons ne performe pas, ou pas assez tôt, puisque parfois, on voit bien, là, après 6 mois ou 9 mois, la performance a commencé à être extraordinaire. Et tirant ce fil-là, on a commencé à articuler des choses assez radicales. On a pris conscience que, en réalité, on était dans un changement de paradigme, parce partir du fait que les gens, la plupart des gens, la majorité des gens sont dits de confiance et de liberté. Et quand vous commencez à tirer ce fil-là, vous vous rendez compte que les modèles de management dont vous héritez, qui sont des traditions au final que l'on répète inconsciemment parfois, drainent avec eux un système de croyances. Et donc, c'est déconstruire ces systèmes de management, c'est déconstruire aussi ces systèmes de croyances, même si on nous a fait croire que ces outils étaient neutres et n'étaient pas porteurs de valeur en réalité. Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous donnez des primes individuelles à des salariés, vous partez de la croyance que chaque individu est principalement drivé par la maximisation de son profit personnel. Or, il me semble qu'il y a d'autres formes de... Moi, je crois vraiment que les gens sont drivés par la transcendance et par des choses qui les dépassent et qui participent à quelque chose qui est plus grand qu'eux. Voilà un petit exemple de voir que des pratiques managériales qui paraissent neutres et au service de l'efficience
sont en réalité des pratiques managériales qui portent en elles un système de croyance qui est différent de celui qu'on portait. Voilà, et après, de fil en aiguille, on est allé très très loin, on n'avait pas de comité de direction dans cette entreprise, les gens dépensaient l'argent qui leur semblait bon pour servir la vision, et on avait par exemple les cadres, 100 cadres dans la filiale française, qui géraient dans un groupe qu'ils avaient élu par les pairs, eux-mêmes, leurs augmentations de salaire. Donc on est très très loin dans l'expérimentation, et c'est une expérimentation qui m'a conforté dans l'idée qu'il fallait vraiment changer de paradigme et porter des nouvelles formes de fonctionnement et de pratiques managériales, mais avec une certaine forme de radicalité. Moi, j'insiste sur la radicalité, non pas, les gens sans foi lient la radicalité à une forme de violence. Il y a des radicalités non-violences. La radicalité, c'est s'attaquer des sujets à la racine. Et moi, je pense que voilà, ça, c'est très, très, très important aussi, parce que, par exemple, j'entends beaucoup de bienveillance actuellement dans le monde du travail. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est mieux qu'il y ait de la bienveillance que de l'humiliation. Mais la bienveillance n'est pas un changement de paradigme. Et je passerai après la main à Stéphane. Au XVIIIe siècle, quand a émergé un nouveau paradigme en Occident, qui sont les hommes naissent libres et égaux en droit, un paradigme que je perçois très clairement quand on appartient à deux cultures, que c'était un vrai changement de paradigme. On n'a pas formé les aristocrates à être bienveillants, on a repensé le système de gouvernance globale de nos sociétés. Merci Mehdi. Effectivement, on voit là qu'on touche du doigt des choses qui vont au-delà des pratiques managériales traditionnelles. Hein. Tu nous parles de déconstruire les systèmes de management en déconstruisant les croyances. Je suis très sensible au fait aussi que tu soulèves l'intérêt pour les collaborateurs de participer à des choses plus grandes qu'eux pour les amener à faire les choses aussi différemment et à accepter de repenser le système. Stéphane, de ton côté, je te pose la même question. Quels sont les enjeux que tu as souhaité adresser quand tu as créé Bixo et qu'est-ce qui est à l'origine de ta démarche? Alors, j'ai pas la même origine que la démarche, mais donc je vais modifier le premier paragraphe de Mehdi, mais la suite, je suis très d'accord avec lui, donc je vais pas tout paraphraser. On a les mêmes méthodes. Moi, j'ai vécu une expérience personnelle initiatique, ça s'appelle comme ça, je crois, en 92, il y a bien longtemps. Je suis parti sac au dos faire le tour du monde avec vraiment 3 francs 6 sous pendant 1 an. Et en étant que dans des pays du tiers-monde à l'époque. Et quand je suis rentré, donc j'avais fait des études, c'était fini par un bon stage chez L'Oréal. Et donc, quand je suis rentré, ça m'a ouvert plein de portes dans plein de grands groupes qui se sont toutes fermées les unes après les autres parce que j'étais différent, en fait. Bon, j'avais décidé de faire un break dans mon parcours tout tracé. Et cette différence, ça leur allait pas. Bon, il y en a quand même un fou qui m'a embauché. Et puis ça s'est pas très bien passé. Et puis un autre fou, ça s'est pas très bien passé encore. Puis un troisième fou, ça s'est pas bien passé. Donc soit c'est moi qui partais en claquant la porte, soit on me demandait gentiment de le faire, parce que le management était beaucoup trop daté, enfin vieille école, ne correspondait pas du tout à ce que j'imaginais, et j'avais plutôt l'impression d'être dans une structure qui me brisait les ailes plutôt qu'il me les déployait. Donc mais finalement, c'était pas tellement, et je suis d'accord avec Mehdi, c'est-à-dire que c'était le poids d'une culture. C'est-à-dire que finalement, c'était pas vraiment, entre guillemets, la responsabilité du manager, c'est que le manager était lui-même formaté dans un système qui le formatait, et puis c'était un espèce de cercle vicieux, je trouve. Donc j'ai décidé de créer ma première entreprise en me disant, mais non, mais déjà, je crée ma boîte pour créer un espace où les gens pourront être bien, en fait. On passe notre vie au travail, donc il faut être bien dans ses baskets au boulot. Donc, j'ai créé cette première entreprise. C'était une très bonne expérience en essayant de donner la responsabilité aux gens qui font. Moi, j'ai un mantra, c'est celui qui fait, qui sait. En fait, hein, c'est pas. Et je suis tout à fait d'accord avec Mehdi sur les comités de direction qui sont une espèce. Alors, est-ce qu'il faut les supprimer ou pas? C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une aberration quand le directeur marketing demande au DRH, au directeur financier, au directeur de la production et au directeur de la logistique de valider son plan marketing, puisqu'il demande à des gens qui n'y connaissent rien en marketing de valider. Enfin, donc c'est un espèce de discours là, c'est vraiment le principe de Peter à l'état pur, quoi.
Et donc, voilà, j'ai créé cette première entreprise. Et puis, la deuxième, c'était, je me disais, et je reviens sur ce que disait Mehdi tout à l'heure en disant un problème de thermomètre, c'est exactement le sujet. Mehdi disait, je me suis aperçu qu'on avait un thermomètre qui fonctionnait pas bien sur ce qui se passait dans l'équipe. Soit ça nous donnait de l'information trop tôt, soit trop tard, et pas toujours de qualité. Et en fait, c'est exactement ce que je disais. Moi, j'étais dans une entreprise, mon entreprise, ce qu'on faisait, c'est qu'on formait des managers, on formait des équipes à mieux collaborer, à mieux travailler ensemble. Et vous savez, il y a un serpent de mer qui est l'évaluation de la formation. Tout le monde essaie d'évaluer la formation, c'est un truc qui n'existe pas, qui marche pas, et tout le monde, régulièrement, il y en a un qui dit « ouais, j'ai trouvé la solution », et en fait, à force, ça m'obnubilait, à force de réfléchir, je me dis « mais en fait, c'est idiot, ce qu'il faudrait, c'est brancher un thermomètre avant, sur l'équipe, et puis voir après comment les choses évoluent, une fois qu'on a formé l'équipe, ou les managers, ou les deux, parce que c'est quand même mieux de former les deux ensemble. » Et c'est là où est née cette idée de créer une suite d'outils qui permet de donner en temps réel de l'information aux différentes parties prenantes qui travaillent ensemble, pour travailler mieux ensemble, pour mieux collaborer, pour être plus intelligents collectivement, et donner à chacun la possibilité de devenir ce qu'il doit devenir, quoi. Si je peux me permettre de rebondir juste sur un point, pour qu'il n'y ait pas de malentendu dans ce que je vais dire plus tard. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce type de démarche, je parle de démarche, de chemin, c'est comment on va co-construire et articuler une aventure avec notre propre entreprise, avec une intentionnalité très très forte de changer de paradigme et d'aller vers des nouvelles formes d'organisation, et que ça ne soit pas que l'écume de la vague. Pour autant, quand je parle d'exemples qui ont été faits chez Poult ou tout à l'heure chez Agro-Nutrice, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Le principe du modèle, parce que le modèle, par définition, on calque quelque chose qui n'est pas le fruit d'une appropriation collective, d'une délibération collective. Vous m'entendez? Oui, très bien. Et on t'entend, l'image est un peu figée, mais on t'entend toujours, Mehdi. Une délibération collective. Et ça, c'est très, très important. Je ne dis pas qu'il faut enlever le codir. Moi, je ne suis pas sur le comment. Je suis de la profondeur du pourquoi et le cheminement collectif avec une intentionnalité de transformation profonde. Après, on s'en fout. Je veux dire que chacun trouve son mécanisme de fonctionnement. Il ne faut pas être dogmatique, on est d'accord. Mais tout en étant très, très, très important sur l'intentionnalité, parce que souvent, moi je trouve un des défis qu'on a aujourd'hui collectivement qu'on n'avait pas il y a 15 ans, c'est qu'il y a 15 ans, on rencontrait des gens qui étaient dans la transformation, ces gens qui, dans l'intention, n'étaient pas discutables parce qu'on était tellement minoritaires qu'on était de toute façon des fous furieux. Aujourd'hui, il y a une injonction de modernité, avec une confusion entre la start-up cool, la boîte de Palo Alto, etc., qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en mouvement pour des mauvaises raisons. Ça veut dire parce qu'il faut être moderne, parce qu'il faut devenir une marque employeur, parce qu'il faut attirer les jeunes. Et c'est des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est parce qu'on est profondément convaincu que la manière dont on fonctionne ne permet pas de faire émerger l'ingéniosité collective. Et c'est ça la bonne raison. Et après, on transforme en profondeur. Si on le fait pour des mauvaises raisons, pour être profitable, pour réduire les coûts, pour être moderne, pour attirer les jeunes, l'intentionnalité étant faible, la profondeur de la transformation va être faible. Merci Mehdi d'avoir taclé l'introduction que j'ai faite. Non. Je ne l'ai pas taclé, Non, mais, tu as tellement raison. Tout en étant conscient que je ne suis pas dans le jugement et que tout ce qui va vers le mieux est là. Mais moi, je suis toujours très à cheval sur la profondeur de l'intentionnalité. Alors justement, enchaînons là-dessus. Comment as-tu fait pour laisser la place au sens, justement, dans les modèles que tu construis? Le sens, il est central. On parlait tout à l'heure de changement de paradigme. Moi, je pense que si on croit que la majorité, un peu, c'est la théorie grecque de MacGregor, c'est que la majorité des gens, ou la quasi-totalité des gens, sont animés par la volonté de participer à quelque chose de plus grand que de collectif, aiment la responsabilité, aiment faire des choses, ont tous un potentiel créatif, etc., sans exception, et que c'est le regard qu'on porte sur eux, et c'est le fruit de leur histoire qui fait qu'ils l'expriment ou pas. Évidemment que le sens, il est fondamental. Donc moi, dans toutes les organisations que j'essaye d'apporter, j'essaye de faire le centre, le sens, la pierre angulaire du tout, même si ce qu'on essaie de monter chez Agro-Nutrice nous paraît aller un peu plus loin. C'est-à-dire que, évidemment, actuellement, pour moi, on a essayé de réfléchir. Je fais un petit pas en arrière, pardon. Si on réfléchit à l'aventure Agro-Nutrice, elle est drivée à la fois
par la volonté, les gens qui nous rejoignent, par l'enjeu de participer aux enjeux du monde de demain et de participer à la résolution de problématiques auxquelles confrontait l'humanité dans l'agro, dont l'économie circulaire, les enjeux de la soutenabilité de nos modes de production et de consommation. Et donc, beaucoup de gens qui nous rejoignent sont drivés par ont en eux une ferveur écologiste ou une volonté de participer sur les enjeux écologiques. Et en venant dans notre entreprise, petit à petit, ils sont confrontés à aussi une deuxième dimension qui pour moi est consubstantielle à la première, qui est pour inventer le monde de demain, il faut réinventer aussi nos modes opératoires et la manière dont on fonctionne collectivement. Pour moi, les entreprises qui réussiront demain, ou les entreprises qui proposent un nouveau monde demain, ne peuvent pas faire fi ou abstraction de cette dimension-là. On ne peut pas imaginer une entreprise qui se résout un problème de demain qui est une autocratie. Il y a un truc, à un moment, qui ne fonctionnera pas. Ayant dit ça, nous, on a pendant longtemps, et je pense que cette aventure va plus loin que ce qu'on a fait chez Poult, dans le sens où on a travaillé beaucoup sur la RSE. Et on travaille en parallèle sur l'entreprise libérée. Et à un moment, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le modèle déjà qui nous est présenté de la durabilité, qui met en tension l'économique, l'environnemental et le sociétal, en disant qu'il y a un espace dans lequel ils se rejoignent, qui est la durabilité, déjà, on ne se sentait pas à l'aise avec ça, et on ne se sentait pas à l'aise avec une deuxième chose, c'est de faire vivre en parallèle la RSE, l'entreprise libérée ou l'entreprise à gouvernance partagée. Moi, je préfère cette formulation. Et on a inventé un modèle, ou inventé en tout cas une inspiration collective, parce que le mot modèle, parfois, fait qu'on a envie de le répliquer. En tout cas, nous, on a inventé ce qu'on appelle les 3 niveaux de conscience. C'est-à-dire que partant de ça, on s'est dit, pour être une entreprise durable, il faut avoir 3 niveaux de conscience. Ce qu'on appelle les 3 cercles de conscience. Et on l'a inventé collectivement, et on est assez content de cette vision. Le premier cercle, c'est le sens. C'est pourquoi on est ensemble, et qu'est-ce qui est plus grand que nous, auquel on veut contribuer, et pourquoi on est là, en fin de compte. On n'est pas là pour de l'EBITDA entre nous. Je veux dire, on est tous contents quand il y a de l'EBITDA ou du chiffre d'affaires qui est en croissance, mais au fond de nous-mêmes, ce qui nous fait réveiller le matin, c'est autre chose. Donc ça, c'est d'essayer de le toucher du doigt et de le construire collectivement. Et c'est très, très important aussi, je partage ça avec vous. Aujourd'hui, à la mode, les visions, tout le monde écrit une vision, une raison d'être. Moi, je me regarde vraiment si elle a été vraiment co-construite avec l'ensemble des salariés et si ça a été un vrai travail profond et non pas une énième chose qu'on vient articuler autour d'entreprises qui n'ont pas changé profondément et qu'on vient rajouter parce que ça fait partie des nouvelles choses qu'il faut mettre en termes de management. C'est pour ça que moi, je suis toujours très intéressé par l'intentionnalité parce que sinon, on peut rajouter à l'infini des nouvelles choses, un système qui n'a pas changé, en se gargarisant de le faire modifier, mais qu'on ne le modifie pas. Ça, c'est le premier bien. Le deuxième cercle, c'est que pour nous, pour être une entreprise durable, il faut mettre l'humain au cœur et ce qu'on appelle, nous, être très vigilants sur les dynamiques humaines. Il y a plusieurs dimensions sur la dynamique humaine chez nous. Une, c'est le partage de la valeur. Donc ça, pour nous, il faut avoir une réflexion collective sur le partage de la valeur. Il y a une réflexion qu'il faut mener sur la gouvernance partagée, ce qu'on appelle la gouvernance partagée. Et je pense que ce qui nous caractérise par rapport à beaucoup d'aventures, c'est vraiment de se poser la question du pouvoir. Nous, on pense qu'on ne peut pas faire de transformation profonde si on ne pose pas la question quelles sont les pratiques managériales qui concentrent en elles du pouvoir et si on ne les déconcentre pas, en réalité, on ne va pas pleinement vers une aventure collective. Je prends quelques exemples. Pour nous, il y a des pouvoirs qui sont importants, c'est le recrutement, l'augmentation des salaires, par exemple, la promotion. Et bien nous, tout ça se fait de manière collective, avec des cercles qui sont élus par les pairs pour pouvoir exercer le pouvoir de manière certaine. Je ne vais pas tout dire parce que sinon ce serait trop long. Ça, c'est le deuxième cercle Et ensuite, on a dans notre cercle de l'humain au cœur, on parle d'épanouissement individuel et collectif. Et nous, on préfère cette formulation que le bien-être ou le bonheur parce qu'on se méfie parfois que parce qu'on est parfois des chefs happiness officers ou des choses comme ça, qu'on chouchoute les gens, mais c'est une nouvelle manière d'infantiliser les gens. Nous, une entreprise, c'est une sorte d'écosystème qui est une cité dans laquelle nos salariés ou nos collaborateurs doivent être des citoyens et donc doivent agir et se développer individuellement et collectivement. Et ensuite, quand on a ces deux cercles qui sont avec des niveaux de conscience qui sont élevés, on peut se projeter à l'extérieur, ce qu'on appelle, nous, le souci des autres, c'est d'avoir conscience que nous sommes dans un écosystème qui est plus grand que nous impactons et comment on crée des relations d'une autre nature avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on a ces trois cercles de conscience qui sont très élevés, on va naturellement vers l'entreprise durable. C'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre. C'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, c'est ça notre vision qu'on essaie d'articuler au quotidien. Alors, les trois niveaux de conscience, Stéphane, est-ce que toi, tu les retrouves dans ton modèle, dans ton expérience? Est-ce que ça te parle? Comment toi, chez Blixo ou chez tes clients, tu parviens à créer les conditions de
de la capitalisation sur l'intelligence collective et sur la valeur collective? Alors, je ne dis pas les choses de la même façon, mais finalement, c'est la même idée qui sous-tend. Avec une petite différence, je pense, avec Mélie. Moi, quand j'ai créé l'entreprise, donc je me suis associé très vite à Sylvain. Et en fait, je suis arrivé en disant à Sylvain, voilà le problème qu'on veut adresser et surtout, voilà pourquoi je veux l'adresser en fait. Pourquoi on crée cette entreprise? Pourquoi je crée cette entreprise? Pourquoi on va la créer ensemble? Donc ça, c'est le modèle de Vincent Lénart, moi que j'aime bien, qui fonctionne bien. Donc ça commence par la vocation, c'est ce que Mélie appelle la raison d'être, c'est exactement ça. C'est finalement pourquoi je fais ça. Et c'est très personnel, en fait, je pense. C'est là où je pense qu'il y a peut-être une petite différence, ça peut être sympa d'en parler. C'est que moi, c'est pas quelque chose que j'ai co-construit avec mes collaborateurs, parce que de toute façon, au début, on n'avait pas de collaborateurs, on était 2, et puis très vite, on était 3 ou 4. Et donc, c'est plutôt c'est une proposition qu'on fait aux gens qu'on recrute, et donc on explique d'ailleurs dès l'annonce des entretiens, en disant, voilà, nous, pourquoi on a créé cette entreprise, voilà. Et quand je dis pourquoi, il y a plein de pourquoi. Hein. Pourquoi nous, individus, on a décidé de la créer et qu'est-ce qu'elle a comme vocation chez nos clients, qu'est-ce qu'elle a vocation pour toi qui nous rejoindrait. Voilà ce que je te propose. C'est un peu à prendre ou à laisser. C'est pas quelque chose qu'on revisite régulièrement. Et à cette vocation, on y a assisté des valeurs. En faisant très attention, on a défini 3 mots. Alors au début, il y en avait un peu plus, puis on a fini par simplifier les choses assez rapidement. Donc nous, on a 3 valeurs qui sont la simplicité, la robustesse et le sérieux. Et on a fait très attention en choisissant ces 3 mots. Donc dès le premier jour, avant que la première ligne de code soit posée, avant que le logo soit créé, avant même presque que le nom d'entreprise existe. Et en fait, on a fait très attention à ce que ces 3 mots, qu'on pourrait appeler des valeurs, soient universels dans notre système. Et c'est là où je suis d'accord avec Mélie, une entreprise, c'est vraiment très systémique, c'est-à-dire que c'est pas le manager qui fait tout, c'est tout le monde fait tout. Certains ont différentes responsabilités, différents rôles. On est organisé aussi en cercle. On a des interactions avec des parties prenantes qui peuvent être des clients, des partenaires. Voilà, on a une position, c'est un système dans un système. Et en fait, on a fait très attention, excusez-moi, à ce que ces 3 valeurs soient universellement applicables, c'est-à-dire qu'elles puissent décrire les valeurs qui régissent les relations entre les différents collaborateurs de Blixo, que ce soit les 3 valeurs qui nous permettent de développer notre produit, c'est-à-dire qu'on fait un produit simple, sérieux et robuste. On a des relations entre nous qui sont des relations simples, sérieuses et robustes. Alors évidemment, on l'a expliqué, hein, et on parle du temps à en parler entre nous, parce qu'effectivement, si c'est que des mots, ça ne veut absolument rien dire. Et puis, que ce soit des mots qui décrivent des relations qu'on a avec nos parties prenantes. Je tiens à avoir aujourd'hui, avec vous deux et avec les 50 personnes qui sont là, des relations simples, sérieuses et robustes. Et je tiens à ce que mes équipes aient des relations simples, sérieuses et robustes avec nos clients, avec les gens qui nous financent, etc. Donc, et c'est là où ça crée une espèce de cohérence globale entre la vocation et les valeurs, qui fait que derrière, tout s'aligne. C'est-à-dire que finalement, effectivement, on est une entreprise, on est là pour gagner de l'argent, mais on gagne de l'argent pour ce but, cette vocation, cette vision ultime, quoi, pas ultime, à la limite, elle est fondatrice, donc c'est pas ultime, c'est première plutôt, pour nourrir. Donc quand on a d'ailleurs des choix difficiles à faire, parce que c'est ça une entreprise, il y a souvent des choix difficiles à faire, surtout des entreprises comme les 2 nôtres qui ont des ambitions grandes et qui vont vite. C'est tous les jours des choix, des renoncements, des décisions compliquées. On les arbitre toujours en fonction de cette vocation et ces 3 valeurs. Ce qui évite, ce qui permet de faire les bons choix, je pense, et des choix compris par tous, partagés par tous. Alors, une fois qu'on a compris qu'il fallait qu'au cœur de la démarche, il y ait une vision, une raison d'être, quelque chose qui suscite l'engagement de tous pour une cause très fédératrice, comment ensuite on organise le management?
Stéphane, quand on en a discuté, tu me disais que le mode de management devait être libérateur. Ouais, en fait, moi non plus, alors je reconnais, je loue le travail qui a été fait par Gates, entre guillemets, entre autres, sur l'entreprise libérée, mais je suis pas fanat de ce mot. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas l'entreprise, elle est pas tellement libérée, elle est en cours de libération, mais elle n'est pas libérée. Et je pense que le sujet, c'est plutôt, moi, alors, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure, Mehdi. Moi, j'employais jusqu'à maintenant libérateur ou libératrice, entreprise libératrice ou management libérateur. En fait, effectivement, on hérite quand même d'un poids énorme sur le rôle du management, ma place en tant que collaborateur, mon N+1, mon N+2, les process, etc. Et c'est pas si évident de changer cette façon de faire. Et donc moi, quoi, nous, on est sur le pouvoir décentralisé aussi. C'est celui qui fait, qui prend les décisions. Donc, quand on vient me voir en me posant une question, moi, manager, quand on vient voir un de mes managers posant la question, je renvoie toujours la question. En fait, c'est moi qui te pose la question, en fait. C'est pas à moi de choisir, c'est à toi. Je m'étais même fait un t-shirt à un moment, parce que et dès qu'on me posait la question, j'ai regarde mon t-shirt, c'est moi qui te pose la question. Parce que c'est compliqué comme changement à faire. Et donc, le management, il est plutôt là pour organiser cette mise en autonomie. L'autonomie ne veut pas dire décider seul. C'est-à-dire que je suis responsable d'un morceau de l'entreprise et c'est moi qui vais décider d'un investissement ou d'un changement de process, etc. Mais je ne dois pas le faire seul. Et le management, il est plutôt là pour s'assurer que la personne a été se frotter, se confronter à d'autres points de vue dans l'entreprise qui pourraient l'aider à réfléchir et à prendre la meilleure décision pour lui et donc pour l'entreprise. C'est un peu ça l'idée. Sachant que la tech a de toute façon totalement modifié, je crois, le rôle du manager. Puisqu'avant, le manager, c'est celui, fallait passer par lui pour parler à l'étage au-dessus. Fallait passer par lui pour savoir ce qu'on avait à faire comme travail. Fallait passer par lui pour savoir si mon travail, c'est bien ou c'est pas bien. Tu vas m'augmenter cette année, tu vas pas m'augmenter. Fallait passer par lui pour apprendre. Et finalement, maintenant, avec la tech, je peux interagir avec qui je veux, avec Teams dans l'entreprise. Je n'ai pas besoin de passer par mon manager. Si je veux envoyer un message à un collègue transversal ou au président, je peux lui envoyer un message. Je peux apprendre tout seul via tout ce que met à disposition mon entreprise, mais surtout tout ce qui est à disposition sur Internet. C'est souvent un système qui me dit un peu quoi faire, puisque les choses sont collaboratives. Donc, ce n'est pas un manager qui donne le boulot. Ça se fait, ça avance dans un certain cadre. Et l'évaluation, les KPI, il y a plein d'outils maintenant qui me permettent de savoir si je suis à peu près au rendez-vous de ce qu'on attend de moi et ce que je m'étais fixé, etc. Donc finalement, le rôle du manager, il est complètement chamboulé. Et le manager qui resterait dans ce rôle un peu ancien en disant voilà ce que tu as à faire, c'est moi qui décide pour toi, etc., il disparaîtrait, quoi. Il tomberait dans un espèce de triangle des Bermudes sans s'en rendre compte, il serait effacé, en fait. Donc en fait, le rôle du manager, il n'est plus du tout là. Il est vraiment dans la structuration de cette libération pour les entreprises qui n'y sont pas et liberté pour les entreprises qui y sont. Parce que ça, il y a un cadre quand même. Mehdi, toi, tu avais conceptualisé un petit peu ton propos autour de l'organisation neuronale. Quelques mots peut-être sur le nouveau type de leadership que tu as mis en place au sein de ton entreprise. Moi, je vais peut-être répondre à la question du manager, mais ça va, je vais répondre quand même. C'est-à-dire que la question du manager, pour moi, elle doit être dépassée. Et elle est déjà l'amélioration de l'ancien monde. Parce qu'on est toujours en train d'essayer de manière incrémentale à réfléchir sur un rôle qui existe dans un ancien monde. Et c'est là où il faut qu'on transforme. Moi, j'ai acquis une conviction profonde après 15 ans d'expérimentation, c'est que la transformation, elle n'aboutit pleinement que lorsqu'on on retravaille pleinement toutes les pratiques managériales et aussi quand on réfléchit à notre ingénierie organisationnelle.
Quand je parle des pratiques managériales, nous, vous avez compris que moi, dans une des théories qu'on fait qui est très très forte, c'est que cette notion de concentration des pouvoirs. Un manager, il a le pouvoir d'augmenter les salaires, de promouvoir, et il a le pouvoir de recruter ses équipes. Si on veut déconstruire cette idée-là, une des premières, c'est de se dire ces pouvoirs-là, comment on les pratique différemment. Donc nous, par exemple, le recrutement se fait toujours sur base de volontariat et l'équipe qui se constitue pour recruter quelqu'un, elle devient, elle a mandat pour recruter et toute personne a un droit de veto avec des logiques de sociocratie pour recruter. Donc déjà, le recrutement, voilà, hop. Le pouvoir d'augmentation, on a un cercle, nous on a un cercle qui s'appelle le collectif rémunération qui est élu par les pairs, qui a le mandat des rémunérations. Donc on déconnecte la capacité d'augmenter les salaires et la promotion d'une personne et elle devient collective avec des évaluations par les pairs. Ce qui veut dire que la seule chose qui peut rester, c'est est-ce qu'on est leader au regard des autres ou pas? Parce que je n'ai plus aucun pouvoir d'ascendance sur les autres, j'ai juste la capacité d'entraîner ou de ne pas entraîner. Et donc, c'est des gens qui vous donnent le pouvoir que vous méritez d'avoir dans une organisation comme celle-ci, parce que votre expérience, parce que votre expertise fait qu'on va venir vers vous pour nous aider ou pas sur des problématiques auxquelles on est confronté, puisque vous n'avez plus de pouvoir de coercition, quelque part. Chez nous, le pouvoir de virer, il va être fait par un collectif des sages, lui aussi élu, qui est le seul, de quelques personnes, qui est le seul collectif qui est en capacité de se séparer de quelqu'un. Ce qui fait qu'à un moment, on a aussi l'horizontalisation de la relation par la fin de l'asymétrie de relation par le pouvoir. Parce que parfois, il y a une injonction contradictoire de dire soyez égaux, soyez horizontaux, alors que la personne à qui vous parlez, elle a droit de vie ou de mort sur vous, entre guillemets, j'exagère. Ça, c'est un des premiers trucs qu'il faut, pour moi, était très important à un moment essayer de déconstruire, ou en tout cas de changer. Sinon, ça crée une sorte d'injonction contradictoire dans les organisations. Évidemment, nous, on va très très loin, j'en ai bien conscience qu'en disant tout ça, j'en ai perdu quelques-uns en route. La deuxième, c'est que j'ai pris une autre conviction, tant qu'on restera dans des organisations fonctionnelles, il y aura une autre forme d'injonction contradictoire, c'est qu'on dit des personnes d'être toujours dans le transversal à d'autres personnes, etc., alors qu'on reproduit de manière mécanique, sans s'en rendre compte, des organisations fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on a du marketing, du commerce, etc., etc. Ce que nous, on a essayé de construire, je pense qu'on en est très, très fiers, parce que ça, c'est nouveau, c'est qu'on est parti de notre vision, notre raison d'être, etc., pour définir nos finalités stratégiques, on en a 7, et ces 7 finalités stratégiques créent notre organisation. Alors, c'est très difficile à expliquer parce qu'il faudrait voir un réseau neuronal d'organisation, mais nous, on n'a plus de service. On a juste ce qu'on appelle chez nous des colorations. Des gens sont recrutés parce qu'ils ont des compétences qui mettent au service d'une vision commune et de 7 finalités stratégiques. Et ensuite, ces 7 finalités stratégiques sont gérées en mode agile et en mode projet. Donc, au final, il faut imaginer notre entreprise comme une foultitude de projets au service de cette finalité stratégique qui elles-mêmes sont au service d'une vision et respectent un système de valeurs et une vision et une raison d'être. Et ça, c'est un moment pour moi très très important de bascule dans le sens où vous vous libérez de l'organisation fonctionnelle pour aller vers une vraie organisation neuronale. Et un autre avantage de ça, c'est que les leaderships sont tournants. Moi, je peux me retrouver par exemple leader d'une finalité stratégique que j'anime en mode agile, mais dans une autre finalité stratégique, il y a une autre personne qui va être leader et qui, moi, je vais être une ressource disponible pour l'aider à faire avancer un projet. Et ça aussi, ça veut dire que les postures de leadership sont tournantes et tout le monde chez nous expérimente des moments où il est leader ou des moments où il est au service d'un autre leader. Ça aussi, c'est un élément important. Voilà. J'imagine que ça doit être extrêmement compliqué d'arriver à mettre en place ce type de modèle. Stéphane dit non. Non. Moi, Ce qui est compliqué, c'est d'inventer. Ce qui est compliqué, c'est d'inventer parce que c'est plus facile, et surtout quand on est en période de stress, de reproduire ce qu'on connaît, tout en se plaignant que ce qu'on connaît ne fonctionne pas. Oui, mais en même je suis d'accord, mais c'est des modèles qui sont maintenant. On est plus seul à faire ça. Il y a des milliers d'entreprises qui fonctionnent comme ça, hein, de plus en plus. Donc, c'est quand même assez. Il y a des expériences qui ont été nommées partout. C'est documenté. On peut en parler avec d'autres. Je trouve que autant il y a 10 ans, c'était vraiment une aventure, hein. Un peu un saut dans le vide, quoi. Franchement, moi, j'avais ressenti ça le jour où j'ai décidé de me lancer là-dedans. Waouh! Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que je me souviens avoir pris la décision. Je l'ai mûrie, mais finalement, elle s'est prise assez vite. Et par contre, ça a été très long derrière, après, parce que ça a transformé l'entreprise, qui n'était pas prête, en fait. Moi, j'avais pris la décision, mais l'entreprise. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, moi, je ressens pas trop
trouve que c'est pas si compliqué parce que c'est surtout sur des entreprises que l'on crée. La chance qu'on a, c'est d'être parti d'une page blanche. Donc, en fait, les gens qui rentrent dans ce système existant où, de cercle, de management. Alors, on emploie le même mot, mais finalement, c'est plus tout le même rôle que c'est plus les mêmes rôles, les mêmes responsabilités qui étaient décrites il y a 10 ans sur le sujet. Enfin, je ça, je dis pas que c'est simple, hein, parce que de toute façon, travailler ensemble, c'est compliqué. Et surtout dans la croissance, et surtout avec des fortes ambitions. Mais finalement, je trouve que si la culture est forte, et c'est le cas dans nos entreprises, bah les gens rentrent là-dedans. Mais par contre, tout le monde ne peut pas y rentrer, quoi. C'est sûr que c'est un mode de fonctionnement qui est... moi, je trouve que recruter des gens... ça se fait plus facilement sur quelqu'un de 25 que sur quelqu'un de 35 et de 50. Il faut plus déconstruire. Non, je parle de déconstruction, hein, je parle pas de jeunesse. Je parle pas de jeunesse. Moi, je pense que c'est universel. Je suis désolé, je te coupe. Je pense que c'est universel. C'est en chacun de nous, et je vois chez chacun une flamme se réallumer. Oui. Maintenant, le chemin à parcourir pour y arriver est plus ou moins long en fonction des échecs où on a une estime de soi qui est très faible et donc la reconquête de ça est très compliquée, ou on a tellement pris d'habitude qu'il faut… C'est ça, on est tout à fait d'accord. Le lavage de cerveau était tellement dense qu'il faut… Parlons de conditionnement peut-être. Oui, bien sûr. Après, c'est pas la question de compliquer très rapidement. Moi, je pense que c'est pas compliqué. Par exemple, pour moi, parce que c'est un chemin, et quand on dit à quelqu'un qu'il est courageux, il ne se sent jamais courageux parce que c'est son chemin de vie. Mais je peux comprendre que c'est compliqué pour les gens qui veulent se lancer. Et oui, c'est compliqué. Alors justement, et puisque leur fil, on pourrait continuer, je pense qu'on aurait dû faire un webinaire sur 2 heures. On aurait eu de quoi alimenter les conversations. Les 3 takeaways que vous pourriez proposer chacun à notre audience, justement, pour faire en sorte que ça leur soit peut-être moins compliqué s'ils entament ou s'ils se trouvent mobilisés dans une telle démarche. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer. On peut faire un ping-pong. Si vous... allez, Stéphane, ton premier. C'est sympa pour les gens qui nous écoutent, peut-être. Vas-y. Vas-y, Mehdi, je t'en prie. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, je pense en tout cas, les gens qui sont dépositaires du pouvoir, parce qu'on est dans un système où juridiquement, le mandataire social est dépositaire du pouvoir. Donc, d'un point de vue juridique, on est quand même des formes d'autocratie avec la sécurité du droit du travail qui permet de ne pas faire n'importe quoi. C'est que les gens dépositaires du pouvoir, donc les leaders, s'ils veulent cette transformation profonde, se poser de la question profonde de l'intentionnalité et qu'ils soient prêts à souffrir, parce que si c'est en leur trip, le chemin de déconstruction est long, et quand on a réussi, on a plutôt un ego qui commence à être élevé, et si on veut laisser de l'espace aux autres, il faut réduire son espace. Attention aux égoless. Égoless. Pas égoless, mais en tout cas, la question de l'ego, il faut voir la congruence vers laquelle on veut aller, même si c'est pas simple. Et donc, vraiment questionner la force de l'intention. Alors moi, je dirais, on avait réfléchi à ça avant, je dirais de suivre aucun dogme, d'écouter tous les conseils, mais de faire son miel, quoi. Faire les choses. Chaque contexte est différent, chaque culture est différente, donc tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'affranchir des règles, des méthodes, on fait comme ça se fait comme ça, etc. On est tous capables d'inventer. Et quand on pose bien un problème, en général, on trouve facilement la solution. Il ne faut pas avoir peur de cette solution. Il faut y aller. Il faut être courageux, il faut y aller. Si on a bien circonscrit le problème, on imagine la meilleure solution, c'est pas les autres. Alors, les conseils ne sont pas les payeurs. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Après, moi, je redirais, parce que le temps passe, la gouvernance partagée, est-ce qu'on est prêt, se poser la question, est-ce qu'on est prêt à s'attaquer réellement à la question de la gouvernance partagée en interne? Ça revient à la première question, ça questionnera votre intentionnalité en réalité, si vous n'êtes pas prêt. Mais après, c'est un chemin, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais c'est un chemin. Alors moi, mon deuxième, c'est demandez-vous si vous êtes vraiment dans l'époque.
si ce que vous faites dans l'entreprise, ça correspond à là où la société en est. Est-ce que, je pense que c'est ce qui a créé beaucoup de tensions dans l'entreprise dans les dernières années, c'est qu'il y avait énormément de différences entre ce qui se faisait dehors et ce qui se fait dedans. L'exemple de la tech est criant. Je sors, j'apprends à faire une recette de cuisine avec Marmiton, je note, je collabore facilement avec des outils hyper modernes, hyper simples sur mon téléphone. Et quand j'arrive dans mon entreprise, quand j'arrivais, parce que les entreprises ont fait beaucoup de rattrapage maintenant, mais j'utilisais des outils datés, on me demandait de communiquer de façon très formelle. Je ne mets plus jamais une cravate et une veste et une chemise pour aller chez mes amis, ce que faisaient mes parents, ou ce que je faisais peut-être il y a 30 ans. Et on me demandait encore il y a peu de temps de venir dans cette tenue dans l'entreprise. Ça n'a pas de sens. Donc ça, est-ce que dans l'entreprise, on est dans l'époque? Il faut tendre vers ça, je pense. Mais en même temps, j'ai dit au début, il faut suivre aucun conseil, hein, donc n'écoutez pas. On partage des expériences et des chemins, et après, voilà, c'est ça. Les enfants ce qu'ils veulent. Le troisième point, moi, bon, choisir c'est renoncer. J'ai parlé du volontariat parce que j'ai vu beaucoup de transformations ne pas marcher parce qu'on a changé un système courtisan par un autre. Quand j'appelle le volontariat, pour moi, c'est une des épines dorsales de la transformation des entreprises collaboratives, gouvernance partagée, etc. C'est qu'à partir du moment où vous créez le principe de volontariat, c'est-à-dire que les sujets qui émergent de transformation, ceux qui veulent y participent, et que les réunions sont ouvertes, ça a une vertu, c'est que d'un coup, personne ne peut se prévaloir d'avoir subi l'aventure dans le sens où il choisit, où il peut être acteur. Et ça, c'est fondamental. Parce que vous pouvez avoir des phénomènes pervers que j'ai vus dans des transformations où on a commencé des transformations et c'est toujours la même équipe qui dit « Ah, un tel, il serait bien sur ce sujet, et un tel, il serait bien. » Et donc, on choisit les gens qui constituent les équipes qui vont faire la transformation. Et ça, vous créez une nouvelle forme de courtisanerie dans vos transformations parce que vous continuez à choisir ceux qui sont les plus à même d'être les bons élèves du nouveau système. Et donc, à un moment, laisser les gens en adultes choisir par eux-mêmes là où ils considèrent être les plus à même à servir la vision. C'est très clair. Et moi, mon troisième, j'hésite entre deux. Moi, je pense que, alors là, je parle vraiment aux dirigeants, aux managers, c'est finalement aider les gens à faire tout ce qu'on vient de décrire. Et les aider à aller vers ce changement, qui n'est pas le changement qu'ils leur ont appris. C'est pas comme ça qu'ils ont appris à l'école, c'est pas comme ça qu'ils ont appris dans leurs premières expériences professionnelles. Et donc, il faut les aider et donc finalement aider les gens à travailler ensemble malgré leurs différences. En fait. Les aider à se comprendre, les aider à s'écouter. Parce que quand il y a Égolès, c'est un peu ça tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une forme d'empathie. Si on comprend mieux l'autre, on a quand même plus de chances de réussir à travailler avec lui et de s'intéresser à lui et de comprendre ses choix. Finalement, l'entreprise, elle doit partager son système de valeurs parce que c'est ce qui permet aux collaborateurs de comprendre certains choix qui peuvent parfois lui échapper. Mais les gens doivent faire ça entre eux en fait aussi. Donc, créer cet espace où ce qu'on appelle nous la simplicité. Voilà. Écoutez, merci à tous les deux. Moi, je suis désolée de devoir contraindre un peu votre espace de parole, mais si on veut prendre éventuellement quelques questions, on n'a pas le choix. Je me tourne vers Vanessa. Est-ce qu'on a des questions pour nos deux intervenants? Alors, je suis en train de balayer le chat. Vanessa, est-ce que tu m'entends? En attendant, si certains veulent… Oui, ou alors posez vos questions directement, allumez votre micro, votre caméra. Waouh. C'est risqué? Non, en fait, juste si certains veulent s'amuser à découvrir, à tester gratuitement Blixo, donc entre autres, c'est les baromètres en temps réel. Je crois qu'il y a Ambeline qui est participante qui devrait mettre un lien pour Alors, il y a eu une question, je ne sais pas si tu es Soraya dans
Tu m'entends, Soraya? Oui, oui, très bien. Une question de Jean-Christophe pour Mehdi. Peux-tu, Mehdi, donner des exemples précis d'indicateurs qui ne marchaient pas et de ce qui te faisait dire que l'entreprise fonctionnait bien malgré tout? C'était un commentaire au début de ta prise de parole. D'accord. Non, mais déjà, si on part du principe que le résultat est une résultante, on voit bien que piloter, on piloterait pas un jardin en mesurant la taille des fleurs en permanence. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend bien compte qu'intuitivement, il faut s'assurer est-ce que le terreau est bon, est-ce qu'il y a des oligo-éléments, etc., ou les minéraux qui sont bien, et on a tendance dans les entreprises à mesurer la taille des fleurs. Et donc, c'est presque trop tard. Ce que je veux dire par là, dans l'exemple, c'est que nous, on voyait bien que les performances industrielles, ce qu'on appelle TRG ou les taux de déclassés, etc., étaient moins bons qu'avant. Et donc, on avait une dégradation de l'efficience de l'usine. Et le reste, je ne peux pas le dire. C'est juste pris conscience qu'en étant dans l'usine, je voyais une énergie humaine tellement incroyable, de fleurs qui étaient en train d'éclore, de gens qui prenaient des ailes, de gens qui prenaient des initiatives, d'une énergie. Moi, je repartais de l'usine, j'étais tellement boosté que je me disais, on est dans le bon. Et pourtant, les chiffres ne montraient pas ça parce qu'il y a un effet de retard. Et je pense que c'était ça, cet exemple. À travers cet exemple-là, si on arrive à mesurer les facteurs qui contribuent au résultat, on serait beaucoup plus puissant que juste constater que le résultat n'est pas au rendez-vous et commencer après à s'affairer, de se dire mais on n'est pas au rendez-vous et donc comment on fait, comment sont les trucs d'ajustement. Je pense qu'on ne mesure pas les bonnes choses. On voit bien intuitivement que si les gens ont la banane, ils sont engagés, etc., comme la seule chose qui crée de la valeur, c'est de l'ingéniosité humaine, c'est bien qu'à un moment, cette énergie-là va se transformer à un moment en résultat. Mais si on est omnibulé par ça et pas par la résultante, à un moment, le résultat va suivre. Autre question, c'est vrai que Agronutrice et Bixo sont des jeunes entreprises. Comment est-ce que vous envisagez ce type de transformation pour les entreprises qui sont là depuis 200 ans et qui doivent se saisir de ça? Comment est-ce qu'elles, qui doivent déconstruire finalement pour mettre ça en place, qu'est-ce que vous leur conseillez? Je peux peut-être commencer, Stéphane, puisque j'ai été confronté à une entreprise. Je rappelle juste que l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, que j'ai quittée en 2017, avait 1200 salariés, 12 usines, 70% d'ouvriers, étaient sous LBO et avait comme client la grande distribution française et internationale. Pardon. Donc on ne peut pas dire que le jeu de contrainte n'était pas maximal et que tout se jouait au centime. Non, c'est vraiment, c'est déjà l'intention réelle des gens qui portent le leadership de faire cette transformation profonde. Et ensuite, c'est de cheminer avec les gens en lâchant prise. Je n'ai pas de solution miracle. J'ai pas de solution miracle. C'est vraiment, est-ce qu'on a réellement l'intention de faire cette transformation? Je ne dis pas qu'elle n'est pas simple. Je dis pas qu'elle est simple. C'est un chemin profond. On peut de plus en plus être aidé aujourd'hui parce qu'il y a des interlocuteurs. Il y a maintenant beaucoup plus de gens qui vous forment à la CNV, à l'intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui peuvent vous aider sur un certain nombre. Il y a les méthodes agiles. Il y a le Kaizen qu'on réhabilite à ce qu'il était vraiment historiquement. C'était un outil d'amélioration continue, pas un outil de réduction des coûts. Donc il y a plein de choses auxquelles on peut s'appuyer. Mais moi, je pense que je répète, je suis peut-être lourd, mais l'intentionnalité se mesure à deux choses. La première, la capacité du dirigeant ou de l'équipe dirigeante à vraiment lâcher prise, à souffrir, à accepter son changement et qu'elle est une partie du problème, même si elle est la force d'impulsion. Et la deuxième, c'est de s'attaquer vraiment à la gouvernance partagée. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on ne va pas faire que de la bienveillance et de la formation pour que les gens soient plus gentils et mettre un chef happiness officer? Ou est-ce qu'on va s'attaquer à la question de la gouvernance? Comment on déconcentre effectivement le pouvoir pour que les gens deviennent acteurs de leur propre aventure? Je suis d'accord, c'est ça. De toute façon, faut décider, hein, quand à 50 ans on décide de changer de métier ou changer de vie, c'est la même chose. Pourtant, on a 50 ans dans les pattes et on peut changer. Donc ça se fait pas tout seul. Il faut beaucoup de volonté, il faut savoir où on va et il faut se faire confiance et faire confiance aux autres. Et taire un peu son ego, c'est-à-dire qu'effectivement, un comité de direction d'une entreprise qui a 200 ans peut être dans une situation où il a l'impression d'être plus fort, plus brillant, je sais pas quoi, que ses équipes. Si ça part comme ça ne se fera pas. Il faut faire confiance aux gens et se dire qu'effectivement, quand on est DAF, quand on est directeur marketing, on ne sait pas faire le métier des gens, mais c'est eux qui le font, c'est eux qui doivent décider, c'est eux qui doivent prendre les choses en main, mais ça ne doit pas être incantatoire, ça doit être dans la réalité.
Je me permets de rebondir parce que quand tu parles de comité de direction, etc., c'est la notion de transparence. C'est que parfois, on reproche aux gens, quand on parle qu'on est pompiers pyromanes, de ne pas être en capacité de prendre des décisions et en même temps, l'information est souvent un outil politique et on segmente l'information et on ne la donne pas. Quand vous voulez que les gens deviennent acteurs alors qu'ils ont accès à rien, qu'au petit bout de leur truc. Un des enjeux, et là aussi ça questionne l'intentionnalité, c'est la transparence. Est-ce qu'on est prêt à aller vers une vraie transparence? Partager les prix de revient, la rentabilité de la boîte, etc., etc., etc. Nous, on va jusqu'au salaire, mais c'est pas obligatoire, parce que je peux comprendre que dans une certaine culture, c'est de la TNT, et je conseille personne de le faire que si il est persuadé que le nous est très fort et que la transcendance est forte. Pour autant, la transparence, l'accès à l'information dépolitisé et large, c'est un des enjeux. Et si on n'est pas capable de ça, ça va être difficile. Mais après, on peut le faire aussi progressivement, hein. C'est un chemin, hein. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Et en fait, juste pour finir là-dessus, le sujet de la rémunération, c'est très intéressant. Dans la vie, maintenant, on connaît le salaire des gens. Les gens donnent leur salaire, entre copains, on dit combien on gagne. Il y a 15 000 sites qui donnent les salaires. Vous êtes dans une petite entreprise de telle région, tel poste, tel machin. On peut très bien savoir combien ils gagnent. Et pourquoi dans l'entreprise, on terrèche cette information? En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe à l'extérieur. Ça crée des tensions, de l'incompréhension. Donc effectivement, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Donc, de toute façon, les gens se parlent, autant dire les choses, quoi. Voilà. Transposer les aspirations et les pratiques de la société dans l'entreprise pour en faire une entreprise à l'image de ses collaborateurs, peut-être. Est-ce que... bon, je vois qu'il est tard. J'avais écrit une petite conclusion, mais bon. Vas-y, Soraya. Les entreprises ainsi que les collaborateurs ont donc un rôle majeur à jouer dans l'avènement de l'entreprise désirable, hein, celle vers laquelle on tend, celle qui donne du sens et qui doit faire de chaque collaborateur un change maker éclairé qui participe à la transformation du modèle d'entreprise et de fait du modèle de société dans laquelle il souhaite vivre. Donc voilà, c'est un bel objectif. Je pense qu'il pourra encore nourrir pas mal de débats. Merci vraiment du fond du cœur à Stéphane, Mehdi, d'avoir accepté de partager, de témoigner aujourd'hui de vos expériences respectives. Je voulais quand même terminer avec un petit mot. Nous sommes plusieurs à être dans l'accompagnement de la transformation et de l'accompagnement du changement. L'agence ADOC donc, propose un accompagnement personnalisé. Agnès va vous en dire un petit mot. Eh bien, merci à nos deux super speakers. Alors, largeur et hauteur de vue. Et surtout à leur grande force d'inspiration. J'ai noté dans le chat qu'il y avait peu de questions, mais par contre, énormément de verbatim, c'est-à-dire que tout le monde reprend vos phrases. C'est génial, quoi, je trouve. Ils vont se les répéter, on les apprend par cœur. Enfin bon, je trouve ça vraiment excellent, super. Oui, ben, pour conclure, et puis comme le disait tout à l'heure Stéphane, mais comment aider les entreprises à franchir le pas ou à comprendre comment ça fonctionne ou déjà se lancer, quoi. Eh bien, ADOC et la région Occitanie soutiennent les entreprises qui souhaitent s'engager dans cette démarche de changement. En apportant donc une réponse à leurs nouveaux enjeux, on propose donc un accompagnement personnalisé et gratuit pour réinventer l'organisation et le management. Et enfin, des aides financières pour financer le changement par l'intervention de consultants, conseils, tout ce qui peut être nécessaire pour revoir justement la CNV, l'organisation, les processus. Voilà. Donc, ça consiste en un état des lieux de l'organisation actuelle, des préconisations personnalisées. Il y a aussi des ateliers collectifs où on fait intervenir des speakers comme vous, des experts ou aussi simplement des témoins d'entreprises qui viennent raconter par quoi ils sont passés, ce qui ne marche pas. Ensuite, on fait un plan d'action avec voilà, un timing, des intervenants et on peut financer. Voilà, donc la région ADOC, on est là pour vous soutenir et pour réinventer votre organisation et votre management. Merci beaucoup Agnès.
Et une petite information pour conclure, la série des webinaires J'Innove à la Cité donc, va se poursuivre à la rentrée. On vous donne rendez-vous le 5 octobre de 11h30 à 12h30 autour de la thématique « Les entreprises à impact ». On va rester dans cette belle dynamique de réinvention et je suis sûre qu'on aura encore beaucoup de débats inspirants et enrichissants. Un grand merci encore, Mehdi, Stéphane, et à tous nos participants. Le webinaire sera retranscrit, en tout cas, il a été enregistré, et donc il sera mis en ligne prochainement. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.